Jaïl Guérin, merci beaucoup d'être ici avec nous cet après-midi. Vous savez, diriger ces dictionnaires qui est immense, très grand, avec 65 collaborateurs à peu près. Et ça s'appelle simplement Albert Camus Dictionnaire, dans la très belle collection et bouquin de Robert Laffont. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et vous, et Pierre Viret, vous savez aussi participer à cet ouvrage-là avec beaucoup d'articles là-dedans, mais aussi vous savez publier d'autres livres sur Albert Camus et l'homme révolté dans la très belle collection Découverte Gallimard. Vous savez aussi mis en perspective ce livre de Camus qui s'appelle Les Possédés, paru dans Folio Gallimard. Et je tenais aussi à vous remercier Virgile Tanas pour cette biographie consacrée à Albert Camus dans la collection Biographie Folio Gallimard. Simplement, je tenais à commencer par vous et Jaïl Guérin. Pourquoi Camus et pourquoi cet ouvrage? Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est aussi une passion d'une vie. Vous savez énormément travailler, mais aussi il fallait trouver toutes ces entrées aussi qui, quelque part, donnent un aperçu vraiment global de l'œuvre de Camus et de la vie de Camus. L'objectif de cet ouvrage collectif, c'est de mettre les savoirs universitaires construits par les chercheurs depuis une cinquantaine d'années, de les mettre à la disposition d'un large public. Pourquoi un dictionnaire aussi? Parce que, au fond, chacun a son Camus. Soit c'est un romancier, soit c'est un dramaturge, soit c'est un journaliste, soit c'est un Algérien, soit c'est un social-démocrate, soit c'est un anarchiste. C'était pour montrer aux fervents de Camus qu'il y a d'autres facettes dans l'œuvre. Quel meilleur moyen qu'un dictionnaire? On va de A à Z, on circule, on se promène dans le dictionnaire. Et il y a un appel à la curiosité pour explorer des facettes inconnues de Camus, des textes pas très diffusés, des rencontres, des thèmes, des sujets. Mais il y a quelque chose d'essentiel pour venir à l'œuvre. Vous dites les romanciers répugnent à la littérature d'explication, et c'est peut-être celle-là qu'il a eu l'écueil aussi avec soi-disant ses adversaires, parce que lui, il ne se prenait pas pour un intellectuel, et je pense que c'est une des choses importantes à signaler chez Albert Camus. Il ne dit pas « nous les intellectuels », il dit plutôt « nous les écrivains », nous les artistes. Il se sent artiste, il a voulu l'être, il a voulu être écrivain, il lui arrive de penser, parce que les écrivains pensent eux aussi, mais il ne revendique pas le statut d'augure intellectuel. Il ne prétend pas être détenteur d'une vérité sur chaque événement, chaque fait. Bref, il ne se prend pas pour Pic de la Mirandole. Il ne se prend pas pour Pic de la Mirandole, mais vous dites quelque chose, et pour faire les liens avec les autres ouvrages, il y a une des entrées que vous, je pense, vous analysez dans les livres, vous donnez la définition, c'est l'entrée biographie. Vous dites qu'il n'a pas facilité les tâches de ces biographes, oui. Pourquoi? Il ne s'est pas répandu en confidence biographique. Il préfère parler de son œuvre, parler de causes qui lui sont chères, que d'exhiber sa vie privée. Donc, il est revenu aux biographes, et d'abord aux deux pionniers, Herbert Lottman et Olivier Todd, de faire des enquêtes sur le terrain, dans les archives, auprès des témoins, pour reconstruire la biographie. Mais la biographie d'un écrivain, c'est d'abord la genèse de ses œuvres et accessoirement ses amours. Proust est passé par là. Donc je pense que les biographies sont des biographies post-proustiennes. Ce qui compte, c'est la création, le choix des œuvres, les rencontres intellectuelles,
la formation et pas les amours qui sont secondaires. Mais en même temps, c'est un peu la question que je voulais vous poser à vous, Virgile Tanas. Est-ce que Camus, ou ça facilitait les choses? J'ai un point de vue complètement différent. Vous m'excusez, c'est que je suis romancier. Donc je suis des deux côtés du miroir. Et ayant refusé dans le temps une carrière universitaire, je pourrais dire que je suis des trois côtés du miroir. Et ce qui m'intéresse dans Camus, ce n'était pas, dans la biographie que j'ai faite, c'était pas tellement les œuvres, mais le destin. C'est-à-dire ce qui fait toujours le sujet d'un roman. Et un destin qui se manifeste de différentes manières, le vôtre comme le mien et comme celui de Camus. Il se fait que son destin sont les œuvres, la cuisine littéraire post-proustienne, je ne m'y connais pas, je ne m'y mêle pas, je laisse cela à ceux qui sont plus compétents dans la matière. Et j'ai suivi ce qui me semble être un fil rouge d'une existence exemplaire. Et pardonnez-moi, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que c'est un peu différent de ce qui est fait d'habitude. Et la partie qui m'a beaucoup intéressé dans votre biographie, c'est toute cette partie consacrée à sa jeunesse. Et on voit justement que ça a été vraiment parler du milieu. Pourquoi avoir choisi de parler de son milieu pour nous raconter cette histoire aussi de Camus? C'était presque une histoire impossible, presque un destin impossible, celui qu'a eu Camus avant d'arriver à cet grand écrivain qui est devenu prix Nobel. Oui, en fait, je n'ai pas de doute concernant l'économie intime de Camus. Il se fait que le donné fondamental, c'est une immense honnêteté. Et il a essayé toute sa vie d'être honnête. Ses œuvres sont une expression de cette honnêteté. Et en quittant un milieu très pauvre, auquel il était profondément attaché, il est resté jusqu'à la fin de sa vie attaché à sa mère, attaché à ses amis d'Alger, à sa famille analphabète et vraiment très pauvre. Et il est entré dans un autre milieu. Il n'avait aucune justification morale, sinon de servir dans cet autre milieu où il y avait le pouvoir, l'argent, la connaissance, les instruments de pouvoir, de servir ceux qu'il a quittés. Il ne les a quittés que pour mieux les servir. Ce qui fait qu'il s'est trouvé très vite en conflit, non seulement avec la gauche, je ne dis pas l'extrême gauche, mais avec la gauche française. Il s'est trouvé tout aussi isolé par rapport à l'autre moitié de la société française, parce qu'il a des mots d'une violence extrême et qui aujourd'hui font écho sur la société capitaliste. Il ne laisse aucun doute là-dessus. Une société qui crée une telle injustice et une telle laideur, elle doit mourir, et il s'attendait qu'elle meure. Elle n'est pas morte, hélas, et Camus a été exclu par cette partie de la société française de son temps, comme il a été exclu par l'autre qui croyait dans un monde figé, un monde qui détenait une vérité. Et pardonnez-moi s'il est exclu par deux moitiés de la société française, il ne reste pas grand monde en fait. Ah oui, non, il reste tout seul, et il en était conscient. Je voudrais, à propos de la très belle biographie qu'a écrit Virgile Tanas, avec laquelle j'adhère totalement, je voudrais tout de même dire que lorsque vous parlez de l'enfance de Camus, par exemple, et lorsque vous évoquez ses parties de chasse avec son oncle, ou même les bains aux sablettes, c'est par le premier homme que nous le savons. Camus n'en a jamais parlé ailleurs. C'est-à-dire qu'on se trouve amené à... J'aurais envie de dire que vous faites un peu, et ça n'est pas un reproche, loin de là, que vous faites un peu pour Camus ce qu'a fait Painter pour Proust, c'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas de la vie de Camus, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on se trouve conduit à les prendre dans un roman à la première personne. Lorsque Camus parle de lui-même, il y a un interrogatoire, le mot
est mal choisi. Une interview, disons, de Carl Vigiani, c'était paru dans les cahiers Albert Camus, où on lui pose des questions sur sa vie. Il y répond, mais de façon extrêmement économe. Hein, en commandant, manifestement, il n'a pas envie d'en parler. Alors il dit des choses de façon très ponctuelle, et qui sont d'ailleurs précieuses pour nous, d'autant plus précieuses qu'elles sont rares. Mais Camus ne parle pas de lui. Ou, si on préfère, il parle de lui en tant que jeune homme.